Bonjour. Vous nous entendez Bonjour. bien? Bonjour à tous. Allez, je pense qu'on a ça. Ok. Bonjour à tous et merci de participer au webinaire de Blixo et Coloc. Donc, à l'occasion de la QVT, Clément et Stéphane vont échanger sur ce sujet et en particulier sur la place du collaborateur dans les réflexions et actions pour améliorer le bien-être au travail. On va attendre quelques instants avant de commencer, juste pour être sûr que pour que ça fonctionne bien. Donc, je voulais vous rappeler que vous pouvez poser des questions dans l'onglet questions en bas dans la fenêtre. Et vous pouvez également voter pour les questions qui vous intéressent le plus pour les faire remonter et s'assurer que Stéphane et Clément pourront répondre pendant le webinaire. Donc, je vais laisser la parole à Stéphane et Clément qui vont pouvoir se présenter et présenter leur entreprise. Vas-y, Stéphane, t'en prie. Ok, bah écoutez, moi je suis Stéphane, je suis un des deux cofondateurs de Blixo, qui est une suite d'outils avec enquête salariée, baromètre social, 360 feedback, coaching, reconnaissance, qui permet aux entreprises de bien comprendre et de bien développer et leurs équipes et leurs collaborateurs. On est utilisé dans une dizaine de langues dans le monde entier. Donc, Clément Serriot, je suis le CEO et cofondateur de Coloc. Chez Coloc, on développe et on crée des jeux pour les entreprises, principalement pour les fonctions RH. On accompagne en fait tout le parcours du collaborateur avec des solutions de gamification ou de jeux, avec un gros travail sur la QVT, d'un côté sur la partie bien-être au travail, avec des jeux de cohésion d'équipe notamment, et également sur la partie sensibilisation, avec des jeux autour de sujets comme le sexisme en entreprise, le handicap en entreprise, le tri des déchets. On est vraiment convaincu que le jeu a un potentiel pour mettre le collaborateur en action, et c'est un peu l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Stéphane, est-ce que tu veux présenter Blixo? En fait, je viens de présenter. Ah, pardon, pardon. Et alors, comment ça se passe chez Blixo et Coloc en ce moment par rapport au confinement, au déconfinement et la crise sanitaire actuelle? On n'a peut-être pas les mêmes... Tu t'es muté le micro. J'ai été muté. Chez Coloc, comme vous en doutez, on a été bien sûr impacté. Il y a une bonne partie de notre activité qui est basée sur le présentiel, que ce soit les jeux de cohésion, les jeux de recrutement, ou même l'onboarding, une majorité de l'activité. Aujourd'hui, avec les restrictions sanitaires, c'est à l'arrêt. Donc, on a diversifié nos activités. On était déjà présent sur des jeux digitaux depuis plusieurs années. Le digital faisait partie de notre catalogue. On a accéléré sur cette partie-là, avec des jeux de cohésion d'équipe à distance et des jeux de sensibilisation à distance aussi. Donc, des nouveaux types de communication, des nouveaux types d'engagement qui sont un peu complémentaires de ce qu'on pouvait faire auparavant. Et nous, chez Blixo, là, ça se passe plutôt pas mal, en fait, même plutôt très bien. L'équipe a commencé à retourner un peu au bureau et on a de la chance, on a une dynamique, le commerce, le business est très, très dynamique. Je pense que ça a fait, la crise a sensibilisé beaucoup les entreprises au sujet de la QVT, au sujet de l'enquête salariée. Et donc, on est plutôt bien. Et donc, en plus, le confinement nous a permis d'avancer sur des gros projets. Donc, finalement, on tire notre épingle du jeu. Et voilà, c'est pas mal. Il y a des côtés positifs. D'accord. Merci à vous deux pour vos présentations. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet sur la QVT. Alors, comment justement ça se passe chez vous pour la QVT? Peut-être Stéphane, tu veux un peu développer sur la vision de la QVT et puis je viendrai compléter. Ouais, ok. Alors, nous, la QVT, c'est vraiment l'essence même de Blixo. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais créé ma première entreprise il y a 20 ans, parce que j'en avais marre d'être dans des entreprises où ce sujet n'existait pas et où c'était même le contraire. Et je trouvais que c'était dingue. Donc, c'est ce qui a guidé ma carrière, entre guillemets, d'entrepreneur. Donc, nous, chez Blixo, on croit beaucoup à la coopération. C'est pour ça que cette entreprise a été créée. C'est finalement pour aider
les gens, qu'ils soient collaborateurs, managers, RH, dirigeants, à bien coopérer et donc à être bien dans leur basket. Finalement, je dirais ça, la QVT, bien dans leur basket au travail. Donc, nous-mêmes, évidemment, on est objet et sujet. Donc, on utilise notre plateforme pour monitorer la QVT, pour interroger les collaborateurs, pour prioriser nos actions, parce qu'on ne peut pas tout faire. Hein, c'est très vaste, la QVT, et pour en mesurer les résultats. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai que pour compléter, les axes sur lesquels nous, on travaille, j'en ai un petit peu parlé en intro, mais l'aspect collaboration, c'est quelque chose de très présent chez nous, à la fois en interne, mais aussi dans nos solutions. Le call de Colloque, c'est collaboratif. Pour ceux qui se demandent d'où sort ce nom, ça vient de là. Donc, on pense que c'est vraiment un vecteur d'engagement et de bien-être au travail, mais aussi un vecteur de performance. Je pense que c'est un élément important pour le management notamment. Et l'aspect sensibilisation, il y a aussi cette volonté, à la fois dans nos produits et puis aussi dans nos démarches en interne, de mettre le collaborateur au cœur. Pas uniquement avoir des messages qui sont descendants, et ça, je pense que nos solutions se complètent bien là-dessus, mais les mettre au cœur du dispositif pour qu'ils intègrent bien les messages, qu'ils se les approprient et que ça provoque du changement sur le moyen long terme. Après, nous, on intervient peut-être pas au même moment, peut-être plus, je pense, sur la prise de pouls au fur et à mesure. Nous, on est dans la mise en action, c'est ça, c'est là où les solutions se complètent bien, selon moi. Les plans sont très complémentaires. Merci. Stéphane, tu voulais faire un petit zoom sur l'évolution de la QVT peut-être? Alors en fait, oui, ce qu'on avait, en préparant le webinaire avec Clément, ce qu'on avait noté, c'est que finalement, la QVT a pas mal progressé. Il y a pas si longtemps, en fait, la QVT en France, c'était plutôt une logique de risques psychosociaux, risques professionnels. Et c'est qu'en 2013, finalement, c'est assez récent, que il y a eu cet accord interprofessionnel qui propose vraiment une définition très systémique de la QVT. Et ce qui va très bien, évidemment, et ce qui est à mettre en parallèle avec ce qui se passe ailleurs. Il y a des choses assez intéressantes sur le site, évidemment, de l'ANACT, et vous pourrez y lire que dans le monde anglo-saxon, en fait, la QVT, on est plutôt dans une approche très individuelle, qui intègre des dimensions organisationnelles du poste du travail, de la santé au travail, alors que dans les pays scandinaves, on est plutôt sur le collectif et sur la façon dont participent les collaborateurs. Et donc la France a choisi plutôt, se dirige plutôt vers une notion très large, très systémique, qui ferait la synthèse de ces deux axes, en fait. Pour compléter un peu ce que j'ai pu voir, nous, on a été créé en 2015. J'ai trouvé que le sujet avait bien évolué aussi depuis. On est passé d'un sujet qui était plus axé bien-être au travail, limite accessoire, à cette approche plus générale dont tu parles. Je ne sais pas si tu partages ce point de vue, mais avec beaucoup plus de dimensions, un sujet qui va beaucoup plus en profondeur dans le management, l'organisation, la participation des collaborateurs. Ça va vraiment au-delà du cadre de travail. Et ça, je pense que c'est une bonne chose que ça aille dans ce sens-là, et je trouve que ça s'est vraiment répandu sur ces dernières années. Je ne sais pas si tu partages ce point. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Plus ça va, mieux c'est. Et justement, quels sont les besoins de vos clients que vous avez identifiés? Je peux peut-être me lancer là-dessus, mais chez nous, c'est intéressant. Je parle d'un renversement. On a vraiment vu de notre côté sur pourquoi les gens viennent utiliser le jeu comme un outil de QVT. Quand on s'est lancé, le jeu, c'était plutôt la petite récompense en fin de séminaire, par exemple, donc vraiment plutôt du reward. Pas vraiment une démarche de fond dans un but d'engager mieux les collaborateurs. Et on avait vraiment un changement là-dessus, un changement de perception des outils qu'on proposait en réalisant qu'ils pouvaient être un vecteur d'engagement et améliorer la performance aussi des équipes. Donc à ce niveau-là, pour nous, il y a eu une évolution positive. Et le besoin de nos clients, c'est de plus en plus, pas uniquement récompenser les collaborateurs, mais mieux les engager, mieux les faire participer, qu'ils soient vraiment acteurs de toutes les transformations des entreprises.
Une grosse transformation que je daterai il y a à peu près 2-3 ans. Un renversement de la perception du jeu. Plus uniquement quelque chose d'accessoire. Ouais, c'est vrai. J'ai remarqué ça de mon petit prisme aussi. Donc, je suis d'accord. Nous, de notre côté, en fait, ce qui est intéressant, c'est l'évolution qui va vers en fait, les grosses entreprises avaient des baromètres sociaux une fois tous les 2 ans, 3 ans, c'est très lourd, très cher et un peu compliqué comme process. Et en fait, avec des outils comme Blixo, ça vraiment permet de démocratiser la chose. Et donc, de plus en plus d'entreprises se dotent de baromètres QVT, baromètres social, qui sont beaucoup plus light à mettre en œuvre. Alors, annuel et de plus en plus en temps réel, sur du mensuel hebdomadaire. Et finalement, moi, c'est ça ce que je vois, c'est que de plus en plus d'entreprises se dotent d'outils et de plus en plus d'entreprises vont vers du temps réel, vers ne restent pas sur ces études annuelles qui sont assez obsolètes en fait, puisque les équipes bougent beaucoup et donc la QVT alors de l'entreprise est assez stable, mais au sein de chaque équipe, chaque département, ça change. Et ces études n'étaient pas très commodes à lire ni à redescendre aux équipes. Finalement, ce qu'on voit, c'est que en faisant ça, le besoin évolue puisque finalement la QVT, plus ça va, alors on n'y est pas encore complètement, je pense, mais plus ça va, plus la QVT passe d'un sujet de direction générale. Il faut qu'on améliore la QVT. Alors, on va lancer des grands projets qui, finalement, il y en a un sur 10 qui arrive au bout, parce que c'est des choses trop lourdes à lancer. Alors, plus ça va, plus on est. La QVT, c'est aussi un travail très local dans chaque équipe par le manager et son équipe ou dans des BU. Et donc, avec cette notion d'empowerment, d'implication de chacun et non pas de charger les épaules du DRH ou du manager. Donc voilà, de plus en plus, chacun a envie de sortir du brouillard un peu, de ne pas avoir d'infos, de faire les choses au feeling et de pouvoir se baser sur des capteurs, entre guillemets, des données fiables, objectivées, qui sortent un peu de Radio Moquette ou la machine à café est la principale source d'information. D'accord. Et justement, pourquoi rendre le collaborateur acteur de la QVT? Alors, en fait, je continue. Vas-y. Ouais. Je continue. En fait, il y a une grille qui lit l'histoire, qui est très intéressante de Frédéric Laloux, que vous connaissez sûrement tous, mais à laquelle j'aime bien me référer, en fait, qui succède, qui enchaîne 5 périodes. Alors, il dit la première période, c'est la période de division des tâches, en fait. Le travail, c'est on divise les tâches, et donc c'est des organisations tribales où finalement certains chassent, d'autres cueillent, certains creusent. Après, il y a la deuxième période, c'est la période agraire, où finalement le chef commence à trouver sa place. C'est l'arrivée des uniformes, c'est l'arrivée de la hiérarchie, c'est l'arrivée de process scalables, duplicables, industriels, qu'on peut faire grandir, voilà, multiplier. Après, la troisième période, c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent, qu'on connaît parmi nous, moi, pardon, je connais, qui est la période scientifique, industrielle, où tout passe par l'innovation et la performance, en fait. On est vraiment là-dessus. Et enfin, la quatrième période, donc ça c'est une réponse un peu longue à ta question, mais ça, c'est la période de ce qu'il appelle la période postmoderne de l'information, où là on est vraiment, et qui a démarré il y a je dirais moi, une vingtaine d'années, où on est vraiment sur la connaissance, la culture, l'engagement, l'empowerment, tout ce qui est collaboratif, dont parlait Clément tout à l'heure, et toutes ces notions en fait prennent le pas et changent complètement la façon de manager l'entreprise, de collaborer. Et donc lui dire voilà, maintenant on démarre une 5e période qui est en cours, qu'on est en train d'inventer, où finalement on va encore plus loin que ça. Et effectivement, l'expérience qu'on a vécue là des 2 mois de confinement a sans doute fait rebouger un peu les lignes, mais difficile à décrire aujourd'hui parce qu'on n'a pas le recul, on peut pas la nommer.
Ouais, pour compléter un peu sur cette période 4 d'empowerment, c'est vraiment là-dedans que nous on s'inscrit. Et la raison pour laquelle il faut rendre le collaborateur acteur, selon nous, de sa QVT, c'est qu'aujourd'hui il y a à la fois une quête de sens dans le travail du collaborateur. Le collaborateur veut de plus en plus s'identifier à son entreprise, à sa culture, qui est une culture qui soit définie, veut s'épanouir dans son travail. Ce qui n'était pas forcément toujours le cas dans les phases d'avant dont tu parlais. Et ne pas le mettre acteur, c'est aussi voir le risque de se couper de ses collaborateurs et du coup d'avoir une fuite des talents, un appauvrissement de l'entreprise. Donc la QVT, elle rentre vraiment dans cette démarche-là, d'être plus à l'écoute des collaborateurs pour que l'entreprise soit plus à leur image finalement. Et donc il y a toute une gamme de solutions dont nous on fait partie qui viennent accompagner cet empowerment pour les mettre en action, pour mieux les écouter, pour que les idées ne soient plus uniquement descendantes, mais aussi remontantes, et qu'on ait vraiment une culture de la collaboration qui se mette en place. Ça, je pense que ça rentre vraiment dans cette tendance-là de fond. Et après, il y a la phase 5 dont tu parles, on y arrive doucement, sur l'innovation managériale, où là, le rapport managérial va encore plus être inversé par rapport à ce qu'on a maintenant. Et je pense que tu parlais du confinement, on a bien vu qu'il y avait des nouveaux rapports managériaux à mettre en place et une nouvelle ère qui est en train de se dessiner. Oui, il y a quelques écrits qui sont très intéressants sur la place du manager, ce dont tu parles là, donc cette disparition un peu de la hiérarchie, et qui est très accélérée par la tech. En fait, finalement, avant, le collaborateur avait besoin de son manager pour savoir si ce qu'il faisait, il le faisait bien, et savoir ce qu'il avait à faire, et savoir quel regard portaient les autres sur lui. Avant, le manager avait ce pouvoir, cette autorité de donner son avis, et puis il avait aussi le savoir. On apprenait avec son manager ou en formation. Maintenant, avec la tech, on peut très facilement apprendre seul ou avec d'autres secteurs d'entreprise. Et puis, la tech a aussi, et finalement, des solutions que vous avez qui accélèrent ce lien, ce multilien entre les gens. Avec la tech, maintenant, on peut assez facilement avoir des contacts, des liens avec des gens non plus à la verticale, mais sur les côtés ou en diagonale de l'entreprise. Et donc, la dimension hiérarchique, la carte du pouvoir a été rebattue. Et donc, plus ça va, plus finalement, le manager a perdu un peu de ses prérogatives qu'il le faisait manager. Et donc, sa place, son rôle sont en train d'évoluer. Et donc, d'ailleurs, ce qui est très favorable à une meilleure coopération et une meilleure collaboration d'entreprise, finalement, on voit bien que tout le système est en train de bouger, que tout ça, c'est fait aussi pour, si lui accepte ce changement, le manager, les collaborateurs, finalement, ne demandent que à rentrer plus, à s'impliquer plus et à être plus adulte-adulte, enfin, dans la relation. Ouais, vraiment, je suis totalement raccord avec ça. Ajouter à ça l'auto-formation qui est permise via la tech pour compléter, ça crée une fonction managériale qui évolue. Je pense qu'elle évolue de plus en plus vers des qualités d'empathie, d'écoute et de compréhension des clés de progression des collaborateurs. Ce qui est plutôt une bonne chose. Ça change la nature de la relation. J'aime bien ton image d'adulte à adulte, c'est vraiment ça. Comprendre les clés de motivation de ses collaborateurs pour les faire progresser, avec l'humilité aussi côté manager de se dire que effectivement j'ai plus tout le savoir, donc c'est pas uniquement moi qui vais faire progresser le collaborateur, il faut que je lui donne toutes les clés, que ce soit en interne ou en externe, pour le faire progresser. Ça, c'est une sacrée révolution. Ouais, tout le monde y gagne en fait. Le travail de manager est beaucoup plus riche humainement, et le travail de collaborateur aussi. D'accord. Et selon vous, quelles sont les limites de vos solutions actuelles ? Je peux commencer si tu veux sur la partie jeu, parce qu'on a souvent des questions sur pourquoi je mettrais un jeu dans mon entreprise pour améliorer la QVT. Est-ce que je vais pas prendre mes collaborateurs pour des enfants? Ce qu'on a l'habitude d'expliquer, c'est que les solutions de gamification et de jeux en entreprise, elles peuvent pas tout. On peut venir compléter des dispositifs existants pour améliorer l'engagement.
Donc, si on se dit, on va former tout le monde avec uniquement un jeu, ou on va recruter tout le monde uniquement avec un jeu, on se plante complètement. L'impact du jeu, c'est donner envie aux collaborateurs de participer et les rendre acteurs au sein même du dispositif pour qu'ils impriment mieux les messages, parce que vous le savez, on retient 80% de ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment les mettre au cœur et les mettre en action. Donc, le jeu peut pas tout, ça c'est la première limite. Et puis, la deuxième limite, c'est les personnes qui sont peut-être un petit peu distants du jeu. On en reparlera peut-être un peu plus tard, mais comment on est sûr d'embarquer tout le monde avec une solution ludique. Là, ce qu'on répond généralement, c'est que à la fois dans la conception du dispositif et l'accompagnement qu'on va avoir autour, il faut faire en sorte que le dispositif soit conçu pour le plus grand nombre. Et je pense que ça, c'est le cas pour toutes les solutions. Pour éviter les freins et être sûr que ce sont des outils qui engagent plus, ils doivent, dès le design, penser à l'intégralité des utilisateurs, dont ceux qui seront réticents, pour essayer de trouver les clés pour les embarquer. Ouais. Côté Blixo, côté des enquêtes, en fait, ce qu'on fait, nous, si vous voulez, c'est que sur la partie enquête, sur la partie Pulse, on va poser des questions régulièrement aux collaborateurs sur tout ce qui fait la qualité de vie au travail. Donc, on va l'interroger sur sa compréhension de la stratégie, si il se sent bien inclus dans son équipe, dans son entreprise, si il a l'impression que quand il dit quelque chose, quelqu'un l'écoute, s'il a les bonnes conditions de travail, s'il a le bon matériel, s'il a suffisamment d'autonomie, s'il relève des défis, etc., etc. Tout ce qui fait que on est content de faire son travail et on se développe. Et donc, en faisant ça, automatiquement, on le sensibilise aussi à tous ces points. Entre guillemets, on l'éduque, lui, le manager, sur la QVT, c'est compliqué. Être bien dans ses baskets au travail, c'est compliqué, ça dépend, c'est très, très multifactoriel. Donc, on le sensibilise et on implique toute cette communauté, toute cette société, avec un petit S, autour de ces sujets-là. Et comme chacun, là en l'occurrence un manager, il est manager mais il est aussi managé, il est aussi répondant de l'enquête, les collaborateurs aussi, finalement, quand je donne du feedback, je fais le premier, c'est le premier pas de l'action, c'est le premier pas de je participe, je comprends que mes réponses vont générer des choses derrière et que je vais pouvoir, nous, ce qu'on propose aux entreprises, c'est de partager les résultats, de surtout pas garder les résultats que pour le DRH ou les dirigeants, de les ouvrir le plus possible, soit pour toute l'entreprise, soit pour certains périmètres. Donc finalement, plus le partage se fait, plus il y a de la transparence sur les résultats, plus les gens s'emparent des sujets et on s'aperçoit que des vrais projets, des vrais sujets sont pris par les équipes et ne sont plus que la responsabilité finalement, comme ils étaient avant, des managers ou des DRH. Alors la limite, évidemment, pour répondre à ta question précisément, Anaïs, c'est finalement une entreprise qui partagerait pas du tout ses résultats, qui ferait que prendre de l'information sans jamais la restituer, finalement construirait un collaborateur spectateur, pour reprendre le sujet du webinaire. Finalement, si je ne peux pas connaître le résultat des enquêtes et si je ne peux pas avoir la main dessus et en faire quelque chose, moi, à mon niveau, avec mon équipe, on me spectatorise. Ça, c'est la première limite. La deuxième limite, c'est de rien faire de tout ça. Finalement, que ça soit un peu inutile, que ça soit… Alors, bon, ça, c'est vraiment très, très rare. C'est-à-dire, finalement, comme petit à petit, on passe vraiment d'une logique de QVT qui était Best Place to Work, c'est formidable, j'ai un label, venez chez moi, je suis mieux que le voisin. Bon, qui a un peu quand même des notions de com et d'affichage qui sont nécessaires, mais qui sont plus destinés à l'extérieur qu'à l'intérieur. Nous, on est vraiment sur l'intérieur, beaucoup moins sur l'extérieur. Et donc, en général, une entreprise qui se met à utiliser Blixo est dans une posture de partage et d'action. Mais c'est pas une baguette magique, ça ne fait que révéler les problèmes qui sont là et améliorer des solutions qui pourraient être faites. C'est un outil de transformation, de révélation, mais pas en rien Gérard Majax.
Ouais, bah, pour compléter, la limite générale de tous nos dispositifs, c'est des cultures d'entreprise qui sont pas forcément alignées sur cette transparence et cette bienveillance. C'est ça. Enfin, ça recoupe un peu ce que tu as dit, mais il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi au niveau du management des entreprises. Si elles viennent utiliser des outils comme les nôtres uniquement pour, je sais pas, acheter la paix sociale ou faire de la marque employeur, il y a peu de chances que la démarche soit comprise et acceptée, du coup que les résultats soient significatifs, voire même exploités, comme tu disais. Donc pour que ça fonctionne, il faut que ça vienne s'insérer dans une réflexion plus globale d'association des collaborateurs, de prise en compte de leur avis, de véritable intérêt pour la QVT, pour leur cadre de travail et leurs conditions de progression. Quand on n'a pas tous ces ingrédients-là, on va dire que la base est pas forcément évidente pour déployer des solutions comme celle-là. Ça ne veut pas dire que ça va pas prendre, mais en tout cas, il y a un terreau qui est pas toujours très favorable à ce type de solution. Je ne sais pas si tu partages ce point. Oui, 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 oui. Et je voudrais même rajouter une petite anecdote qui arrive finalement assez régulièrement. Heureusement, c'est pas trop fréquent, mais ça arrive qu'on ait une entreprise a son équipe RH qui veut absolument installer Blixo parce qu'ils en ont besoin. Ils l'installent, ils trouvent ça formidable. Mais finalement, comme la démarche n'est pas tellement partagée par le COMEX, au début, pendant quelques semaines, la sauce ne prend pas très bien. Jusqu'au moment où finalement, parce que il y a une notion d'exemplarité aussi et que plus on en parle, plus les collaborateurs voient que ça sert à quelque chose, plus les gens répondent, etc. Et donc finalement, la première équipe à devoir que les RH doivent convaincre, souvent c'est le COMEX. Et à partir du moment où le COMEX ouvre son ordinateur et se branche sur Bixo, c'est passionnant. C'est vrai que les résultats sont vraiment très intéressants. On n'imagine pas la richesse du truc. Et finalement, s'en font les meilleurs avocats et les meilleurs sponsors de l'entreprise et demandent à leur N-1 qui demande ainsi de suite à leur N-2, etc., d'utiliser. Donc, ça marche comme ça. C'est clair qu'il faut que ça commence par une implication de la direction et que la démarche, ce que tu dis, c'est que la démarche elle doit être sincère. Il doit y avoir un alignement entre la culture managériale et ce genre d'outils qui demande une certaine maturité de l'entreprise. Il y a différents niveaux. Hein. On a des clients, tout le monde peut tout voir, les résultats. D'autres, les gens peuvent voir un tout petit peu. Entre les deux, il y a plein de curseurs, mais tous sont dans cette démarche quand même de transparence et d'amélioration globale, tous ensemble. Et après, ouais, pour boucler, une autre chose qui fait souvent défaut dans ces projets QVT, c'est l'absence de preuves et d'action. Encore, là, je me sens vraiment côté management. Hein. Après, on pourra reparler des collaborateurs parce que c'est pas uniquement le rôle de la direction de prendre en main la QVT, c'est vraiment l'objet de la question. Mais ce qui peut les spectatariser, comme tu disais, c'est si on fait des enquêtes, on fait des jeux pour essayer de faire émerger des idées, mais que derrière, il n'y a rien qui se passe. Donc ça reboucle avec ce que tu disais, laisser les résultats de côté. Je pense que ça, c'est aussi un des biais sur lesquels les directions doivent vraiment travailler, montrer des résultats et des preuves assez rapides pour montrer que la démarche est sincère et qu'elle s'inscrit dans le temps. Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux. Encore quelques petites questions. Avec le télétravail, comment voyez-vous évoluer la place du collaborateur dans la QVT ? Tu veux commencer ou je peux, comme tu veux. Vas-y, comme tu veux. Nous, on est encore plus en télétravail. Donc vous venez de repartir un petit peu au bureau. Nous, on est en télétravail pendant l'été, en tout cas, avec une réouverture partielle du bureau. Donc, on a vu que ça avait transformé déjà la relation managériale, la relation du collaborateur à l'entreprise. Il y a eu une remise en question du sens, parce qu'on a beaucoup managé. On a essayé de manager par le sens depuis plusieurs années. Et là, le fait d'être coupé de son lieu de travail, de ses collègues, de ses clients, de ses projets, on a pu assister chez les collaborateurs à une remise en question du sens de son rôle au travail. Donc la QVT, elle est d'autant plus essentielle dans ces moments-là où le travail se fait à distance. C'est assurer un cadre de travail optimal. Ça, c'est des nouvelles problématiques. Si le télétravail n'a pas percé jusque-là, il y a notamment, je pense, quelque chose à creuser de ce côté-là, parce qu'il y a
tout un équipement, un cadre qui doit être favorable pour être productif. Ensuite, être bien capable de comprendre et d'évaluer la motivation des collaborateurs dans ce nouveau cadre. C'est-à-dire que quand certains qui vont être motivés par le lien avec les collègues, entraînés par la dynamique de l'équipe, n'ont plus ce moteur-là. Donc, une QVT aujourd'hui, c'est d'autant plus d'actualité. Une QVT individuelle, comme tu disais, Stéphane, comprendre vraiment les leviers d'engagement de chacun des collaborateurs pour essayer d'y répondre dans ce contexte assez particulier. Donc, pour les managers, c'est plus que jamais le moment de se pencher sur la question et de trouver les outils qui permettent d'accompagner à distance leurs collaborateurs dans leur développement. Ouais, c'est ça, en fait. La QVT, là, on voit que le télétravail, on voit vraiment que tout le monde l'a vécu assez différemment. Il commence à y avoir des articles là-dessus, on commence à savoir, ça a un tout petit peu de recul, quelques semaines. Et d'ailleurs, la surprise vient des plus jeunes qui disent oulala, mais s'il n'y a que du télétravail, alors qu'ils sont digital natives, etc., moi, j'en veux pas. Et si on m'impose du télétravail à 100%, ça pourrait vraiment être une cause de démission. J'ai besoin du lien social, j'ai besoin du groupe. Les entreprises vont, j'ai l'impression, aller sur des solutions assez hybrides entre du télétravail et du présentiel. Et donc, finalement, comme ce qu'on dit depuis le début, c'est que la qualité du travail, c'est un truc très systémique qui est impacté par énormément de facteurs dans l'entreprise. Il est clair que là, en faisant bouger autant les cartes, avoir finalement 2 lieux de travail, enfin 2, pas même plus que 2, l'entreprise chez soi et pourquoi pas à se mettre en télétravail à droite ou à gauche, avoir des configurations où on est avec ses collègues en face, où on est avec ses collègues derrière un écran, fait que ça va compliquer encore plus le jeu de la qualité de vie dans l'entreprise. Le télétravail peut apporter de la qualité de vie au travail ou en enlever, mais en plus, ça va faire bouger tous les autres facteurs. Finalement, est-ce que mon alignement est aussi bon quand je suis en télétravail? Est-ce que la gestion des objectifs est simple? Est-ce que l'inclusion peut être aussi importante? Donc, il y a vraiment un énorme travail à faire sur le suivi des équipes et la compréhension de comment on va tous évoluer humainement et en groupe sur ce sujet. J'aimerais faire une toute petite parenthèse, alors, pas publicitaire, mais on met à disposition notre outil d'enquête salariée gratuitement en ce moment, à l'occasion de la semaine de la qualité de vie au travail. Et on le fait parce qu'en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin, justement, avec tout ce qu'on est en train de dire, de s'y retrouver un peu, de sortir un peu du brouillard et de simplifier un peu les choses qui sont devenues compliquées. Donc, voilà, faites-le avec plaisir. Vous allez sur notre site Blixo et puis il y a un bandeau, vous verrez, il suffit de cliquer et on vous installe ça gratuitement pour vous aider. Excusez-moi pour cette parenthèse. Je pense qu'Andrea va mettre un... Ah bah c'est bon, il y a le lien. Pour compléter sur ton point, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que sur les dernières années, il y a eu des gros investissements sur les lieux de travail, transformant le cadre de travail du bureau en tant que tel, qui était le lieu unique. Ça a un peu remis en question tout ça. Et dans le fond, c'est pas une si mauvaise chose parce qu'on va plutôt s'intéresser au collaborateur plutôt qu'à son cadre uniquement. Et on va penser son cadre en général multisite, et donc ça va forcément recentrer sur le collaborateur lui-même. Il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits sur le workplace, que ce soit plus accueillant, dans un but à la fois d'être attractif, mais aussi d'offrir des bonnes conditions de travail. Tous ces investissements-là, ils sont un peu remis en question aujourd'hui, et si les efforts qui sont mis sur le workplace peuvent être répartis pour une approche qui est plus centrée sur le collaborateur encore, je pense que ça peut être un changement positif qui émerge de cette période-là. Tout à fait. D'accord, merci à vous deux. On a quelques petites questions si vous voulez, ou est-ce que vous vouliez présenter d'autres sujets avant de passer aux questions-réponses? On peut prendre les questions. On peut prendre les questions, ouais. Ok, donc on a une petite question de Julie Lavitte qui vous demande si vous travaillez également avec les CSE.
De notre côté, pour prendre le lead là-dessus, on travaille avec les CSE généralement sur les sujets sécurité principalement. Donc c'est une petite composante de la QVT, mais toutes les opérations de mise en action sur la sécurité au travail, on travaille à la fois sur la définition des messages, sur la priorisation des actions, la priorisation des mécanismes ludiques à présenter, et aussi sur le niveau de jeu qu'on veut présenter aux collaborateurs. Parce que quand on se retrouve, par exemple, dans un contexte industriel avec plusieurs centaines d'ouvriers qui viennent participer à un jeu pour les mettre en action sur la sécurité, on veut être sûr que la démarche est bien perçue chez les collaborateurs qui vont être engagés dans le format et que les messages qu'on passe sont les bons. Donc c'est important, comme c'est de notre côté un processus de design, de bien les intégrer dès le début. Ok. Nous, on travaille avec les CSE parce que nos clients travaillent avec les CSE en fait et qu'on nous demande régulièrement de présenter au CSE la démarche. Il y a toujours ce sujet de l'anonymat en fait, puisque Blixo, les enquêtes Blixo sont anonymes. Et donc l'idée c'est de rassurer, de faire la preuve que les choses sont bien anonymes et qu'elles sont bien utilisées dans une logique très positive. Donc oui, on travaille, mais c'est pas un sujet en soi en fait. C'est assez vite géré. D'accord, merci beaucoup. Autre question d'Alexandre Castex. Pensez-vous qu'un collaborateur puisse être motivé par sa hiérarchie pour devenir acteur, ou est-il le seul à pouvoir se motiver à passer à l'action? Ah, alors, je démarre, Clément? Vas-y. Ouais. De toute façon, on ne peut pas motiver quelqu'un, hein, c'est impossible. On ne peut que se motiver. Donc, la question, la réponse est dans votre question. En revanche, l'environnement fait que je me motive ou pas. Donc, c'est sûr que le manager a un impact très important sur finalement ce qui fait la qualité du travail. Un manager a un impact sur la compréhension de la stratégie, a un impact sur l'autonomie, sur le sentiment de reconnaissance, sur la prise d'initiative, sur la formation, sur la définition d'objectifs. Donc, il est clair que le manager, parce qu'il peut jouer sur l'environnement du collaborateur, a un rôle direct sur la qualité de vie au travail et donc sur l'implication que peut mettre la personne dans ce sujet-là. Je pense. Ah oui, je suis totalement d'accord avec ça. Ça fait écho avec ce qu'on a pu mettre en avant tout à l'heure, fournir le cadre favorable, aussi le lien de communication avec son collaborateur pour mettre en place un cadre de confiance et un cadre bienveillant où en fait le collaborateur peut sentir qu'il a un champ d'action pour être acteur de sa QVT. Donc c'est un travail de transformation de la relation managériale et de l'entreprise en tant que telle. Et bien sûr que la hiérarchie a un rôle à jouer. Le plus difficile étant, quand on a une hiérarchie assez importante dans des grands groupes, d'arriver à diffuser cette culture de la collaboration et de l'échange sur chacune des strates de l'organisation. Et là, les outils comme les tiens, Stéphane, sont intéressants, je pense, parce que tu peux mesurer couche par couche le niveau d'appétence pour la collaboration sur chacune des strates. Il y a une question, Anaïs, qui je pense qu'il pourrait nous intéresser. Là, c'est d'Andrea. Bien-être au travail, comment faire adhérer les collaborateurs qui sont focalisés sur le faire? Si tu veux commencer à répondre, Clément, ou oui, je peux, parce que effectivement, dans notre approche, le faire est essentiel. Donc, les collaborateurs qui sont vraiment axés là-dessus, en leur proposant des solutions comme les nôtres, on les met en action. Et je pense que c'est, pour moi, un des meilleurs leviers de transformation des entreprises dans le jeu, même si c'est un univers qui peut être un petit peu décalé par rapport à la réalité. On est en interaction et en action directe avec les différents messages. On a même des jeux qui sont là pour générer des idées, produire des idées créatives pour améliorer la QVT, ou encore modifier les comportements quand on parle de mise en action sur des sujets comme la sécurité ou l'environnement. Le faire est essentiel. Et on a bien vu que les approches qui avaient lieu dans les dernières années, très descendantes, sont en train d'être balayées pour des approches beaucoup plus innovantes, où on va chercher à mettre le collaborateur en action, au cœur, pour qu'il ait
les conséquences de ces actions qui se déroulent en live. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, en gamification, de la logique de feedback, de boucle de feedback. Je fais une action dans mon jeu et je vois tout de suite les conséquences. Ça me permet de mieux comprendre. Et deux, mettre en place une logique de collaboration, parce que c'est une autre, pour nous, façon de faire qui est plus efficace qu'une présentation descendante, c'est de mettre les personnes ensemble et de réfléchir. Et c'est comme ça que les messages passent mieux. Et là, le jeu a vraiment un rôle à jouer sur ce point-là. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet, ce que soulignait Andrea, c'est qu'il y a des gens qui sont un peu trop dans le faire et qui n'arrivent pas à aller sur donc bien faire et pas bien être finalement. Et vous, ce qui est très intéressant avec ce que vous proposez, c'est que ces gens-là peuvent rester dans le faire, mais on les fait changer de grille d'analyse. Et donc, en restant dans le faire, ils améliorent leur être, leur bien-être. C'est très intéressant. Ouais, nous, ce qu'on fait, c'est que on a développé une méthode pour la vraie vie, hein, parce qu'il n'y a pas que l'ordinateur avec Blixo, des chiffres, des tableaux de chiffres pour faire quelque chose. Et donc, on fait ce qu'on appelle chez nous et chez tous nos clients, le souhaitent, les gens animent des Blixo Time. Donc, c'est une fois par mois, l'équipe se réunit, donc ceux qui sont dans le faire et les autres se réunissent et regardent les résultats de leur équipe et notent ce qui les gêne dans ces résultats, ce qui les empêche un peu, ce qui les gratouille, et au contraire, ce qui leur fait plaisir à voir. Tiens, le taux de participation a monté, tiens, l'item compréhension de la stratégie sur lequel on bosse depuis 2 mois, ça commence à se voir, ça va mieux. Par contre, là, moi, je suis un peu déçu parce que, voilà. Et en parlant de tout ça, en fait, on implique les gens dans la démarche de la qualité de vie au travail. La coopération, c'est l'affaire de tous. En les faisant échanger sur ce que veut dire un mot pour eux, ce qu'ils entendent par ça, quelles idées ils auraient pour améliorer, ce qu'en pensent les autres avec qui ils veulent le faire, on les fait vraiment passer d'une logique de spectateur à acteur, avec donc comme vous, un détour. On reste dans le faire, mais avec un détour vers le être. Il y avait une question de Roselyne qui demandait un peu plus de concret sur nos jeux. Anaïs, tu pourras peut-être mettre le lien vers le concours qui a lieu jusqu'à ce soir, mais il y a des sessions de jeux à gagner sur des sujets comme le burn-out. On a créé un jeu avec notre partenaire Ariane Conseil. Concrètement, des formats de jeux sur lesquels on travaille, on va avoir des formats type escape game en présentiel par équipe de 5. Vous avez 45 minutes pour dérouler un scénario sur les thèmes qu'on a pu évoquer ce matin. On a aussi des jeux de rôle ou des ateliers ludiques, comme on appelle ça, où l'idée est de confronter les différents points de vue sur la QVT pour prioriser des idées. Et tout ça, soit en physique, soit en digital. L'idée, c'est vraiment de jouer sur des mécaniques collectives. Donc, je vous invite à regarder un peu sur le lien, puis à participer au concours. Comme ça, vous pourrez avoir peut-être une démonstration gratuite des jeux pour avoir un petit peu plus de concret. Merci beaucoup à vous deux. Il n'y a plus de questions en attente. Je ne sais pas si certains autres participants ont des questions. On a sur le chat encore, je regarde. Il y a une question qui est assez étrange. Je ne suis pas certaine. Est-ce que vous auriez parlé d'une méthode ATEC? Non. Donc ça doit être un petit bug d'un micro à un moment. Alors. Vous voulez préciser votre question? Il nous reste 2 minutes, je crois, avant de devoir rendre l'antenne, comme on dit. Oui. Il y avait une autre question de Julie Lavitte qui demandait si ce n'est pas trop compliqué de réussir à mettre les différents partenaires sociaux autour de la table de manière constructive. Ça recoupe un peu, je pense, la question sur les CSE. Le plus tôt on les embarque, pour moi, le mieux c'est pour expliquer clairement la démarche et montrer que c'est une démarche positive et bienveillante. Après, selon les cadres et les contextes d'entreprise, le contexte social est plus ou moins tendu, donc je dis pas que c'est l'angélisme à tous les étages, mais pour que ça fonctionne, vous avez intérêt à les consulter le plus tôt possible pour présenter la démarche et les associer au maximum dans le déploiement d'outils comme les nôtres. Ouais, exactement. J'ai rien à ajouter. Le plus tôt ils sont embarqués, le plus tôt ils peuvent tester l'outil, voir que concrètement, le dédiaboliser, le mieux ça marche. Et ça marche en général.
D'accord, merci. J'ai l'impression que Valentine est en train de nous envoyer une dernière petite question. Pour la route. Ah bah c'est bien. Elle voulait vous remercier pour la conférence. Merci à tous, en tout cas, pour votre présence. Merci à tous. Et merci à Blixo et à toutes les équipes pour l'organisation. C'était super. On est dispo si vous avez des questions supplémentaires, soit par mail, soit via LinkedIn. N'hésitez pas à nous solliciter. Exactement. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci à Léa qui était derrière. Merci beaucoup. Au revoir.